le chef de l'État a reçu le président de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Il souhaite accorder un financement de 350 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour l'exécution de son plan national de développement 2016-2020. 2100 milliards de francs CFA mobilisés en 2017 en termes de recettes fiscales. C'est l'objectif de la Direction générale des impôts. Et pour y arriver, elle met en place un plan d'action stratégique. Quel est l'état d'hygiène des latrines dans les établissements scolaires ivoiriens? Comment fonctionnent ces latrines seulement? Est-ce qu'elles fonctionnent correctement? Comment se faire leur prise en charge sanitaire? Des réponses tout à l'heure dans ce journal. Les députés britanniques ont largement adopté hier mercredi le projet de loi du gouvernement conservateur sur le Brexit. Aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui lance les négociations pour une sortie en douceur de l'Union. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 20h. Le président de la Banque ouest-africaine de développement BOAD a été reçu aujourd'hui par le chef de l'État ivoirien. Il a annoncé sa volonté de financer plusieurs projets dans le cadre du plan national de développement 2016-2020, un engagement estimé à 350 milliards de francs CFA. Mahama Traoré et Vija Naïma. Créée en 1973, la BOAD, Banque ouest-africaine de développement, a pour principale vocation de financer les projets de développement dans les 8 États membres de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Comment a-t-elle rempli cette mission au cours de l'année 2016? C'est toute la substance de l'audience accordée ce jeudi par le président de la République, Alassane Ouattara, président en exercice de l'UEMOA, au président de la BOAD, Christian Adoveland. J'ai informé le chef de l'État du volume de nos financements en 2016, qui se chiffre à 500 milliards de francs CFA, contre environ 300 milliards en 2015. Ces financements sont allés prioritairement vers le secteur public pour 57%, le secteur public marchand pour 18% et pour le secteur privé 25%. Alors nous sommes allés, comme l'exige notre positionnement stratégique, et prioritairement vers les infrastructures, notamment les infrastructures de transport et l'énergie. En 2016, le concours financier de la BOAD en Côte d'Ivoire s'est élevé à 97,1 milliards de francs CFA. Pour 2017, l'institution financière sous-régionale compte élever le niveau de ses engagements financiers en faveur de la Côte d'Ivoire. Ce en prenant une part active à la réalisation du PND, le Plan national de développement 2016-2020. Nous avons pris des engagements au niveau du PND, du Programme national de développement, pour 350 milliards de francs CFA. Et si les choses se passent très bien, je crois que nous allons dépasser notre engagement de 350 milliards sur la période. Cette coopération État ivoirien BOAD a déjà porté des fruits. En témoigne la réalisation de plusieurs ouvrages, tels la construction de l'axe routier Boundiali-Tengrela, frontière du Mali, la rénovation de l'immeuble Postel 2001 ou encore l'aménagement prochain du boulevard de Marseille. Des sujets qui ont également amené le président de la BOAD à rencontrer le vice-président ivoirien. À sa suite, Daniel Kablan-Duncan a échangé avec une équipe de la banque française Rothschild et compagnie. Où en sont les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne? Comment les booster davantage? Le nouvel ambassadeur de la Grande-Bretagne, Joséphine Gault, s'est entretenu avec le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié. C'était à Daoukro, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Le ministre des Infrastructures économiques visite l'usine de production d'eau potable de la Djibi dans la commune de Cocody. Il a ensuite rencontré les responsables de la Sodeci dans la commune de Trècheville. 2 visites pour s'assurer de la qualité de la production et aussi du transport de l'eau potable nécessaire aux besoins domestiques dans tout le district d'Abidjan. Parga se reconnaît. Le ministre des Infrastructures économiques en visite à l'usine de production d'eau potable de la Djibi dans la commune de Cocody. Salle de contrôle, forage et unité de traitement visitée. Dr Kwaku Kofi Amide entend s'assurer de la qualité de la production et du transport de l'eau potable nécessaire aux besoins domestiques et industriels du district d'Abidjan. L'usine de la Djibi est une usine de nouvelle génération et qui contribue donc à donner de l'eau aux populations d'Abidjan. Anciennement, il y avait d'énormes difficultés sur Abidjan. Aujourd'hui, avec tous les investissements que le chef de l'État a dû faire, nous sommes en capacité
de servir de l'eau à toute la population d'Abidjan. Mise en service en septembre 2011, l'usine de production de l'eau potable de la Dibi a une capacité de traitement horaire de 1000 m3 et une capacité de stockage de 5000 m3. Elle dessert les quartiers d'Angré 7e, 8e et 9e tranches, les Perles, les Stars et Abobo Baoulé. En ce qui concerne les communes encore en difficulté, le ministre des Infrastructures économiques rassure. Aujourd'hui, dans tous les quartiers, y compris à Yopougon, nous n'avons pas de problème. Les seuls quartiers qui restent, c'est Abobo Nord et Anyama, où des travaux de distribution sont en train d'être faits. Le projet va se terminer en octobre, mais d'ici mai, les populations seront donc soulagées. Après quoi, le ministre Kwaku Kofi Amédé s'est rendu au siège de la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, Sodeci, à Treichville, pour une séance de travail avec les responsables de cette structure. L'administration fiscale dresse un bilan de son exercice 2016. Les résultats ont été atteints à 97%. L'objectif pour cette année 2017 est d'accroître la mobilisation des recettes. Plus de 2000 milliards doivent être mobilisés. Lansine Bakayoko et Jean-Jacques Kwame. En 2016, les recettes fiscales se sont établies à 1821 milliards de francs CFA pour un objectif de 1870 milliards, soit un écart négatif de 48 milliards de francs CFA. En cause, l'environnement socio-politique. Des événements sociaux ont considérablement altéré nos conditions de travail. Je voudrais prendre pour exemple les événements qui ont eu lieu en juillet 2016 à Bouaké, à Mandaloa Gagnoua concernant l'augmentation du coût de l'électricité. Nos services ont été totalement détruits dans certaines localités et il a fallu reprendre pratiquement à zéro. D'autres facteurs exogènes pourraient également expliquer ces contre-performances. Il s'agit notamment de la conjoncture économique ainsi que de l'impact budgétaire de certaines mesures d'exonération ou d'exemption d'impôts. Pour 2017, l'objectif provisoire des recettes est fixé à 2100 milliards de francs CFA, un objectif réalisable grâce aux réformes à mettre en œuvre cette année 2017. Je pense à la poursuite de la segmentation avec la création de 2 nouveaux centres des moyennes entreprises. La Direction générale des impôts a également conçu et mis en exploitation avec succès un formulaire unique de déclaration des impôts qui a permis de réduire les procédures et le nombre de déclarations, passant de 63 à 24. En toile de fond, il est question d'améliorer la gestion des petits contribuables et d'optimiser les opérations de lutte contre la fraude fiscale. Dès avril prochain, le paiement électronique par téléphone sera expérimenté. Il vise principalement l'impôt foncier. L'heure est aussi au bilan à la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. Les chiffres sont en nette évolution avec 409 milliards de francs CFA de transactions financières enregistrées en 2016 contre 73 milliards en 2015. Le ministre ivoirien de la Justice a reçu le projet pilote d'informatisation du système judiciaire ivoirien. Sont concernées les chaînes civiles et pénales et aussi la production des actes administratifs. C'est un projet mis en route par le programme Pro-Justice. Il est financé par l'USAID. Hamza Diaby. Ils sont tous présents, du ministre de la Justice aux officiers de police et gardes pénitentiaires, en passant par les juges, procureurs et greffiers, pour suivre la présentation officielle du SIGP, le système information de gestion des procédures judiciaires. Un système qui permet de numériser toutes les procédures au niveau des différents tribunaux de Côte d'Ivoire. Ce logiciel va permettre non seulement d'enregistrer les étapes de la gestion, mais aussi de générer automatiquement des pièces importantes telles que les convocations. Donc vous imaginez le temps gagné dans la gestion des dossiers judiciaires et pour la décision finale. Après un appel d'offres international, la conception, le développement et le déploiement de l'application ont été confiés à un consortium ivoirien formé de la SNDI, Socitech et Innova. L'application à terme va être disponible en ligne, donc un juge peut y accéder où qu'il soit. Et de même, l'application va à terme être répandue, installée sur tout le territoire national. Donc il faut dire que c'est vraiment une fierté pour nous d'avoir contribué
à développer cette application qui va moderniser le système judiciaire de notre pays. Selon le ministre de la Justice, avec le SIGP, c'est l'administration judiciaire qui se modernise pour plus d'efficacité dans le travail. Le logiciel de gestion des procédures judiciaires nous permettra, j'en suis convaincu, d'assurer une bonne gestion des affaires civiles et pénales depuis l'enregistrement jusqu'à la décision finale, de générer des actes administratifs des greffes de nos juridictions tels que les casiers judiciaires, les mandats, les jugements supplétifs de naissance, etc. Le SIGP a été lancé depuis avril 2016 par ProJustice. Le programme d'appui à la modernisation du secteur judiciaire est financé par USAID, l'Agence des États-Unis de développement international. Il a été installé sur 2 sites pilotes, le tribunal de première instance de Yopougon et la section détachée de Dabou. La mise en exploitation a démarré. Dans la fonction publique, c'est un annuaire statistique qui a été conçu par le ministère. C'est un outil de gouvernance et de communication pour des prises de décision éclairées. Il va rendre visible le flux d'entrée et de sortie des fonctionnaires. Hamza Diaby. Le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration dispose désormais d'un annuaire statistique. C'est un instrument sur lequel les décideurs pourront s'appuyer, entre autres, pour analyser l'évolution des effectifs ainsi que les flux d'entrée et de sortie des fonctionnaires. Une administration ne peut prendre une décision si on n'a pas de données fiables. L'annuaire est un document d'aide à la prise de décision. La conception de cet outil de planification de 137 pages s'est faite en 8 phases avec l'appui de l'Union européenne. Dénommé ANSAT, il couvre la période 2009-2016. Nous l'appuyons pour conduire la réforme de l'administration publique et donc d'avoir une administration plus efficace, plus proche des citoyens aussi. Alors on va pouvoir voir où sont les fonctionnaires, quelle qualité de fonctionnaires, est-ce que les hommes et les femmes sont traités de la même façon, et tout ça doit aider pour améliorer la qualité de l'administration publique et son efficacité. Pour l'Union européenne, l'annuaire constitue une avancée significative dans le processus de modernisation de l'administration ivoirienne. C'est pourquoi l'institution marque son accord à accompagner l'État dans sa quête de bonne gouvernance. L'Union des femmes du Parti démocratique de Côte d'Ivoire a remis son rapport 2015 au président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié. La délégation qui s'est rendue à Daoukro avait aussi pour objectif de recevoir de nouvelles directives en vue de l'élection de 2020. Herman Guivet. Pour les femmes de l'UFPDCI urbain, 2020 se prépare maintenant. Et pour y aller avec l'assurance de la victoire, il faut aller prendre conseil auprès de leur guide, le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié. C'est tout le sens de cette visite qu'elles lui ont donc rendue à sa résidence de Daoukro. Une visite qui revêt également un double sens, présenter le bilan de leur activité 2015-2016 au président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié. L'UFPDCI urbaine est venu d'Abidjan. Voir comment il se porte avec la situation actuelle, il était de notre devoir de nous déplacer et venir prendre des conseils. Nous avons fait le point, il a apprécié le travail que nous avons fait. Pour commencer le travail, il nous a dit le RIDP. Les enfants d'Oufoué-Boigny réunis, cela est très important pour lui. Un rapport est donc remis au président du parti. Intensifier l'investiture des bureaux féminins régionaux, départementaux, c'est la mission que se sont fixées les femmes de l'UFPDCI urbain, avec en toile de fond une stratégie, l'occupation du terrain politique en vue d'arracher les voix des électeurs encore indécis pour 2020. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP s'est prononcé aujourd'hui sur la situation sociopolitique du moment, la menace de reconduction de la grève des fonctionnaires et aussi le problème de cohésion au sein du RHDP. Gabriel Zani. Kobenan Kwasi Djoumani, le porte-parole du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, est une fois de plus devant les journalistes en l'espace de 2 semaines. Le but de cet exercice médiatique est simple, remercier la presse pro-oufouettiste de sa collaboration lors des remous sociaux. Depuis notre dernière victoire à la présidentielle en 2015, que de chemin parcouru,
que d'épreuves surmontées, que de succès glanés. Tout cela a été possible grâce à vous, chers amis de la presse proches du RHDP. Ce déjeuner de presse se mue très vite en une analyse des récents remous sociaux qui ont secoué le pays. Actualité oblige, entouré de Joël Nguesson, porte-parole du Rassemblement des Républicains, et de Yaya Fofana, représentant du mouvement des forces d'avenir, Kobena Kwasi Adjoumani justifie les choix du gouvernement. Dans le cadre des récentes discussions avec les syndicats des fonctionnaires et agents de l'État, le gouvernement a fait de nombreuses concessions. Mais je l'ai dit et je le redis, l'État est notre bien à tous. Ne tirons pas trop sur la corde. L'État peut faire des sacrifices, mais l'État a des limites qu'il ne peut dépasser sans mettre en péril la vie des générations futures, poursuit-il. Le porte-parole du RHDP en appelle à la responsabilité de tous. À compter de ce mois de février, la Côte d'Ivoire va bénéficier de fonds afin d'accélérer la lutte contre le VIH-Sida. Un observatoire régional communautaire sur le traitement en Afrique de l'Ouest a été mis sur pied. En plus de la Côte d'Ivoire, ce sont 10 autres pays qui vont bénéficier de plus de 2 milliards alloués par le Fonds mondial. Herman Yamia. 2,358 milliards de francs CFA. C'est le montant que le Fonds mondial met à la disposition de 11 pays africains, au nombre desquels la Côte d'Ivoire, pour lutter contre le sida. L'information est donnée ici par Solange Baptiste, directrice exécutive de ITPC Global. Et nous sommes au lancement de l'Observatoire communautaire régional sur le traitement en Afrique de l'Ouest. Observatoire qui va permettre de renforcer les capacités de 11 réseaux de personnes vivant avec le VIH. Nous allons faire un plaidoyer au niveau national et international avec les communautés de personnes vivant avec le VIH et les populations clés afin que ce plaidoyer soit mondial. Le présent projet est motivé par des faits, comme la rupture fréquente des rétroviraux par exemple, qui entravent sérieusement la lutte en Afrique de l'Ouest. Si vous comparez l'Afrique de l'Ouest avec d'autres régions, on est un peu en retard, mais les ruptures de traitement sont un seul aspect. Il faut faire en sorte qu'on puisse prendre les patients pour les amener vers les centres de traitement. Offrir des traitements adéquats pour maîtriser la pandémie d'ici à 2020, puis l'éradiquer à l'horizon 2030. Toutes choses qui cadrent bien avec les aspirations du gouvernement ivoirien. Nous aurons besoin des données qu'ils vont collecter sur nos différents sites. Ces données analysées nous permettront de revoir les stratégies à mettre en place pour améliorer la qualité des soins. À ce lancement du projet qui va durer 3 années, 10 des pays bénéficiaires ont effectué les déplacements. Rappelons que l'Observatoire communautaire régional sur le traitement en Afrique de l'Ouest est piloté par ITPC. L'hygiène des toilettes dans les établissements primaires du district d'Abidjan, parlons-en. Quels sont les acteurs chargés de s'en occuper? Ces toilettes fonctionnent-elles réellement? Des réponses avec Parga Sorokone, mais attention, certaines images peuvent choquer. Des sacs, des sachets et des bidons en plastique abîmés superposés. Des vêtements sales suspendus sur un bois et des serviettes accrochées sur un fil. De vieux seaux d'eau à même le sol. Un décor d'entrepôt. Ce sont à vrai dire les latrines du groupe scolaire Sagbé situé au quartier Céleste dans la commune d'Abobo. Le slogan de cette école, « Ensemble, gardons notre école propre ». Un slogan qui contraste avec la réalité. C'est que dans cette école, les toilettes ne sont plus fonctionnelles. Ce, depuis quelques années. La raison, le manque d'eau. Nous avons nos 2 compteurs d'eau qui ont été volés. On a fait des démarches. Jusqu'à présent, on n'a pas gain de cause. Si bien que, actuellement, les enfants sont obligés de sortir de l'école. Contrairement au groupe scolaire Sagbé 1 et 2 d'Abobo, au groupe scolaire Gare Sud de Yopougon, le problème d'eau ne se pose pas. Cependant, le manque d'entretien des latrines et l'odeur forte que dégagent les toilettes de cette école empêchent enseignants et encadreurs de s'y aventurer de peur d'être exposés à toutes sortes de maladies. Approchés, les responsables du comité de gestion scolaire COGES de cet établissement scolaire en charge de l'entretien des toilettes et de bien d'autres infrastructures n'ont pas accepté de s'exprimer à notre micro. Autre commune, même réalité. Au groupe scolaire Château d'eau de Cocody, l'état d'hygiène des latrines laisse à désirer.
Le gardien de cette école primaire, Seydou Pamtek, obligé alors d'être toujours à la tâche. Les enfants déposent par terre, souvent ils salissent. Après 10 heures, je verse l'eau. Maintenant le soir, une fois que les gens sont partis, je nettoie. Propre, je lave bien propre avant qu'ils viennent le matin. La raison de l'état dégradé des toilettes du groupe scolaire Château d'eau de Cocody, selon les responsables, la vétusté des bâtiments. L'établissement est créé depuis 1959, mis en service en 1962. Donc cela veut dire que tout ce que nous avons ici est dépassé. Il faut une réhabilitation. Autre groupe scolaire, celui du Banco japonais situé au quartier Rankuje dans la commune d'Abobo. Ici, les responsables du COGES ont pour priorité la propriété, l'assainissement et la réhabilitation des latrines. On a décidé de réhabiliter parce que vous savez que l'entretien des toilettes fait la santé aussi. Voilà, c'est l'hygiène. Si tout est propre, je pense bien que les élèves aussi vont dans les toilettes sans problème aussi. Et ça leur donne aussi la santé. Le premier médicament de la santé, c'est la propriété. Sincèrement, nous encourageons l'équipe, la nouvelle équipe du COGES à continuer dans ce sens. D'autres responsables des comités de gestion scolaire préfèrent se tourner vers des partenaires au développement pour la réfection des latrines de leur école. Nos latrines avant étaient impraticables. On était obligé de demander un peu partout. Dieu merci, vraiment avec la bonne foi de SOS qui sont venus nous offrir ces dons que vous voyez là. Le manque d'hygiène et de propreté dans les toilettes des écoles, une situation qui expose les enfants à de nombreuses maladies, selon des spécialistes en hygiène hospitalière et biosécurité. Les enfants sont exposés à toutes sortes de maladies, les maladies diarrhéiques, on a la fièvre typhoïde, le choléra. Aujourd'hui, on constate que dans les toilettes, on n'a pas tout le confort qu'il faut. Or, après avoir fait ses besoins, il est important de se laver les mains. Quand les mains ne sont pas lavées, ils peuvent contaminer les aliments en mangeant avec la main et eux-mêmes s'infecter aussi. Pour de nombreux parents d'élèves, les responsables du système éducatif doivent avoir en priorité la question de l'hygiène des toilettes dans les différents établissements scolaires. Ceci en vue d'éviter aux élèves de contracter des maladies pouvant mettre en danger leur avenir et leurs études scolaires. Réaménagement du calendrier scolaire 2016-2017, les congés de février ont été supprimés. Le directeur des écoles donne ici des explications. C'est un reportage signé Herman Yamien. Conséquence directe de la grève générale des fonctionnaires sur l'éducation nationale, la suppression et la réduction des congés scolaires. Selon le directeur des écoles, lycées et collèges, cette mesure est nécessaire pour combler un tant soit peu le retard occasionné par ces 3 semaines de grève. C'est un mois entier de cours perdus que tente de rattraper le calendrier scolaire réaménagé. Ce nouveau calendrier donc a été conçu selon le même principe participatif, en incluant cette fois les structures du secrétariat d'État à l'enseignement technique et à la formation professionnelle. Le programme réaménagé, malgré toutes les contraintes qu'il impose, selon Méa Quadio, ne fait gagner que 12 jours sur tout le temps perdu. Autrement dit, la présente année scolaire comptera moins que les 33 semaines et les 990 heures annoncées. Il est vrai qu'aucune instance internationale ne fixe ni n'impose de rythme scolaire. Mais les données recueillies par ces instances permettent de savoir que, à travers le monde entier, dans les pays où l'on travaille le moins, l'année scolaire contre 1000 heures de cours étirée sur 3 semaines. En Côte d'Ivoire, nous y sommes presque. Dans l'actualité internationale au Kenya, le plus grand camp de réfugiés au monde va rester ouvert. La justice a déclaré ce jeudi nulle et non avenue la décision du gouvernement de fermer le complexe de réfugiés de Dadaab, car Nairobi viole ses obligations internationales en ordonnant le rapatriement des réfugiés somaliens dans leur pays. Le gouvernement kényan avait mis en avant la sécurité nationale, assurant que c'est là qu'avaient été planifiées les attaques meurtrières du centre commercial Westgate de Nairobi en 2013 et de l'université de Garissa en 2015. Le ministre roumain de la Justice a annoncé aujourd'hui sa démission. Les contestations populaires auront eu raison de lui. Il est en effet le père du décret du gouvernement qui allège la législation anticorruption. Le texte en lui-même a été retiré et même avec ce départ du ministre de la Justice, les manifestations continuent pour réclamer cette fois la démission de tout le gouvernement.
Les députés britanniques ont largement adopté hier mercredi le projet de loi du gouvernement conservateur sur le Brexit. L'Union européenne, de son côté, a entamé des négociations pour un divorce à l'amiable, une séparation en douceur. Sylvie Touré. Comment réussir le divorce sans grande souffrance ni trop de ressentiment et de larmes? À l'épreuve du Brexit, l'Europe y réfléchit. Des négociations sont annoncées en vue de la conclusion du meilleur accord possible. En visite à Londres, le Premier ministre italien Paolo Gentiloni est revenu sur l'intérêt de ces concertations. Nous sommes conscients que les négociations ne vont pas être faciles. Et nous savons aussi, et ce sera certainement l'attitude italienne, que nous devons avoir une approche constructive et amicale. Il n'y a absolument aucune raison d'avoir des négociations destructrices entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. L'un des points clés de ces négociations sera le statut des ressortissants de l'UE vivant au Royaume-Uni. Là-dessus, la première ministre britannique a assuré que cette question sera prioritairement débattue au début des pourparlers. Je pense qu'il y a de la bonne volonté de chaque côté sur cette question. Lorsque j'activerai l'article 50, je ferai clairement comprendre que je veux que cette question soit réglée au début des négociations, afin que nous puissions rassurer à la fois les citoyens britanniques vivant en Italie et dans les autres États membres et les citoyens de l'UE qui vivent au Royaume-Uni. Theresa May a confirmé que la procédure de Brexit sera déclenchée fin mars. Déjà ce mercredi, la Chambre des communes a adopté à une large majorité le projet de loi conférant le pouvoir à Theresa May de lancer les négociations avec l'UE. Le texte devra être examiné par la Chambre des Lords, qui elle aussi devrait l'approuver et ouvrir la voie au Brexit, voté par 52% des Britanniques lors du référendum organisé le 23 juin dernier. Et puis du sport pour terminer, le tout nouveau siège de basketball africain bientôt construit à Abidjan. La première pierre a été posée dans la commune de Treichville. L'édifice de 730 millions de francs CFA devrait être disponible en début 2018. Eric Oula. Le siège de la Fédération internationale de basketball Afrique quitte le Caire pour s'installer définitivement à Abidjan. En présence du ministre des Sports, François-Albert Amichia, la présentation du projet a été suivie de la projection de la vidéo de visite virtuelle du bâtiment. Un bâtiment de type R+2 qui sera construit sur une superficie de 4000 m² sur les rives de la lagune Ébrié dans la commune de Treichville. Il abritera entre autres une bibliothèque et une salle de conférence en plus des bureaux de l'administration. Autorités et personnalités du monde de la balle au panier se réjouissent du lancement des travaux d'un tel édifice qui permettra à FIBA Afrique de disposer d'un siège digne de ce nom. Un moment heureux pour le sport ivoirien, un moment important pour la commune de Treichville. Mais c'est l'occasion pour nous de remercier tous les responsables de FIBA Monde et de FIBA Afrique pour la confiance placée en la Côte d'Ivoire et en l'honneur de tous les sportifs ivoiriens. Un grand jour, le 7 février 2017 est une date qui va rester gravée dans la mémoire de tous les basketteurs africains et du monde. Ça devient le centre du basket en Afrique, en Côte d'Ivoire. Donc toutes les décisions, j'ai envie de dire, sont ici. On paye beaucoup pour faire beaucoup de publicité, mais savoir que le siège du basket dans tout le continent africain est en Côte d'Ivoire, pour notre pays, c'est déjà de la promotion. J'espère sincèrement que ce siège apportera un réel impact au développement du basket en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Symbole d'une ambition traduite en action concrète, la construction de la Maison du basketball africain est l'aboutissement d'une collaboration initiée en 2004 entre FIBA Afrique et l'État de Côte d'Ivoire. Une capsule remplie de souvenirs, dont les ballons dédicacés, des livres sur l'histoire de FIBA Afrique sera enterrée au moment de la fondation du bâtiment. La fin des travaux de cet édifice, d'un coût total de 730 millions de francs CFA, est prévue pour le début de l'année 2018. Terminons avec un communiqué des Forces armées de Côte d'Ivoire suite aux récents événements.
Dans la journée du mardi 7 février 2017, des soldats des forces armées de Côte d'Ivoire ont cru devoir exposer leur colère en tirant des coups de feu en l'air et en paralysant la ville d'Adiaké. 2 blessés civils ont été enregistrés. Immédiatement, la haute hiérarchie des Fassi s'est rendue sur les lieux afin de les ramener à l'ordre. Les échanges se sont poursuivis entre les deux parties à l'état-major général des armées le mercredi 8 février 2017. À la fin de ces échanges, les représentants de ces soldats ont reconnu avoir adopté une attitude contraire aux règles de leur métier. De ce fait, ils ont mis un terme à ces manifestations. Ce jour, jeudi 9 février, le chef d'état-major général des armées, le général de division Touré Sékou et ses proches collaborateurs se sont rendus à Adiaké pour constater la fin des manifestations et la reprise des activités. Ces soldats, devant leur hiérarchie, ont exprimé leurs regrets puis présentent des excuses à la nation et au président de la République, chef suprême des armées, à qui ils demandent la clémence pour leur attitude. Ils en ont profité pour réaffirmer leur attachement et leur fidélité aux institutions de la République. En outre, les soldats regrettent les dommages causés aux populations, à leur image et à celle de la nation. Le chef d'état-major général rassure les populations sur la fin de ces manifestations et exprime le regret de ceux qui en ont été les auteurs. Par ailleurs, les 2 blessés civils ont été évacués sur Abidjan. Ils sont pris en charge par le ministère de la Défense. Le calme est totalement revenu au sein de l'ensemble des casernes, fait à Abidjan le 9 février 2017, le chef d'état-major général des armées. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci de rester sur RTI 1. Tout à l'heure, à 20h50, retrouvez Made in Africa. Le thème, c'est le marché de l'automobile en Côte d'Ivoire. Excellente soirée à tous.